Salut à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bienvenue parmi nous, mon ami. Pepe Escobar is here with us. Welcome back, Pepe. Oh, c'est un plaisir, Nima. Salutations bouddhistes à toi depuis les belles nuits de Thaïlande, encore très chaudes. Yeah. Pepe, Oui. Pepe, commençons avec ton nouvel article dans lequel tu dis que le blocus devient mondial. On connaît les difficultés, on sait ce qui se passe avec le cas du blocus iranien, où les États-Unis ont décidé d'empêcher l'Iran de faire quoi que ce soit à l'entrée ou à la sortie de ses ports. Quelle est selon toi la situation actuelle de ce blocus, que Donald Trump considère comme un grand succès? Évidemment, il est obligé de dire que c'est un succès, parce que c'était son idée complètement folle, sortie de nulle part, juste pour gagner un peu de temps. Et là, il a désespérément besoin d'une porte de sortie. Vraiment, désespérément. Il n'a plus aucune carte à jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Une invasion terrestre? Ce serait une catastrophe. Une arme nucléaire? Eh bien, apparemment, il a essayé. Il aurait tenté d'obtenir les codes nucléaires. Et le général Kane aurait dit « Mettez ce type à l'asile tout de suite ». Donc la seule option qui lui restait, c'était quoi? Un acte de piraterie. Et c'est exactement comme ça que ça a été perçu à Téhéran. Donc évidemment, il ne pouvait pas y avoir de soi-disant Islamabad 2.0. Quand on impose un acte totalement illégal, ce n'est pas seulement une agression, c'est un acte de guerre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Ce dont on discutait avant de commencer, ce que je disais à Nima avant qu'on démarre, c'est la façon dont les Iraniens tournent en ridicule la psyché dévastée de Trump et de ses acolytes, ses profiteurs, ses associés, ses vassaux et tout le reste, en jouant sur l'ambiguïté stratégique. Donc il se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ce qu'il a fait, c'est dire, d'accord, on prolonge le cessez-le-feu. Très bien, mais pour combien de temps? Et maintenant, aujourd'hui, 2 ou 3 heures plus tôt, il arrive apparemment avec une nouvelle échéance dans les 3 à 5 prochains jours. Alors il commence à dire que peut-être vendredi, il y aurait une possibilité de réunion, ou au plus tard dimanche. Et maintenant, il donne 3 à 5 jours comme délai pour que le régime iranien se ressaisisse. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon article. Ces idiots finis, parce qu'ils n'ont aucune information de terrain, et Nima, toi tu le sais très bien, ils n'ont aucune idée de la façon dont le nouveau système en Iran fonctionne. Ils ont peut-être une vague idée de qui sont les décideurs, quelques noms, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas comment ils prennent leurs décisions. Et évidemment, quelle est l'interprétation dans les grands médias américains? Il y a une énorme fracture en Iran, parce que toutes les factions se battent entre elles. Mais seuls des gens stupides, sans aucune information de terrain, qui ne connaissent rien, qui ne sont jamais allés en Iran, peu importe, peuvent dire un truc pareil. Alors, dans cet article, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne. C'est un nouveau système, si on le compare, disons, à celui d'avant la guerre, où les réformistes étaient, je ne dirais pas dominants, mais ils avaient beaucoup plus d'influence qu'aujourd'hui. Et les réformistes, bien sûr, incluent le président Pezeshkian. Maintenant, on a ce nouveau, moi j'appelle ça un quatuor. Corrige-moi si je me trompe, Nima. Et les membres du quatuor, d'accord, donnons leurs noms en détail pour tout le monde. Le chef des gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, le président du Parlement, Ghalibaf, qui est maintenant, disons, le visage de l'Iran dans les négociations, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Zolgadr, il faisait partie de la délégation à Islamabad, et le secrétaire du Conseil de discernement,
Mohsen Rezaei, un vieux, très vieux renard. Alors, Nima, tu es d'accord que ce sont les 4 principaux décideurs en ce moment, n'est-ce pas? Mais ils ne décident pas de tout, seuls. Ils doivent écouter les réformateurs. Ils écoutent le président, évidemment. Et bien sûr, tout cela reste sous l'autorité de l'ayatollah Mostafa Khamenei, même si on ne peut pas savoir où il se trouve, pour des raisons de sécurité évidentes et extrêmement complexes. Et apparemment, la communication se fait maintenant à l'ancienne. Des lettres qui vont et viennent. Donc évidemment, c'est un processus beaucoup plus lent. Mais la communication existe. Et l'ayatollah Mostafa Khamenei, c'est lui qui a le dernier mot. Ces 4 membres du Quatuor, bien sûr, sont extrêmement importants. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'Araghchi est mis de côté. Vous imaginez les médias américains traditionnels dire qu'Araghchi a été placé en résidence surveillée? Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Tu as vu ça, Nima? C'est complètement absurde. Incroyable. Incroyablement stupide. Mais vu d'où ça vient, ça se comprend, non? Donc le plus important, c'est que ce nouveau système, disons plus attentif à la sécurité, est unifié. En fait, tout le monde pense dans la même direction. Il peut y avoir de légères différences d'interprétation sur la manière d'avancer, mais au fond, tout le monde pense pareil, et l'unité est très forte. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début, presque tout le monde a dit « À quoi bon aller à Islamabad 2.0 ?» Il n'y a rien à discuter, surtout maintenant, non seulement avec la guerre, mais aussi avec ce blocus illégal contre nous, un autre acte de guerre. Donc, il y a 2 actes de guerre successifs contre nous. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? C'est ça, le point essentiel. Mais au moins, il y a, disons, un peu de comique dans toute cette histoire. C'est la façon dont les dirigeants iraniens, disons le Quatuor, et tous les autres, y compris Araghchi, ont complètement tourné les Américains en bourrique. Les Américains étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Et maintenant, on a un babouin de barbarie qui dit « Bon, ils ont 3 ou 5 jours et on va tenir une réunion. » Non, Si le blocus reste en place, ça n'a plus aucun sens. C'est aussi simple que ça. Mais Nima, j'aimerais entendre ton point de vue là-dessus. Ce que le professeur Robert Pape a dit sur le piège de l'escalade, moi je le vois des 2 côtés, ce piège qui progresse en parallèle. Parce qu'on a les Iraniens par exemple. Aujourd'hui, ils ont confisqué 2 navires de la compagnie MSC. Et la veille, les Américains ont attaqué un navire iranien, l'Indo-PACOM en fait. C'est pour ça que je commence à parler de blocus mondial. Parce que le grand plan stratégique américain, c'est un blocus global contre tous ceux qui ne commercent pas en pétrodollars. Donc, ça veut dire que le blocus mondial inclut, je suppose, les Russes en mer Noire ou en mer Baltique, en Méditerranée orientale, partout. Et bien sûr, contre l'Iran aussi, pas seulement à l'extérieur du Golfe Persique, parce qu'ils sont lâches. Ils ne sont pas dans le Golfe Persique, ils sont dans le sud de l'océan Indien, ce qui est très très loin. Mais évidemment, l'océan Indien s'étend jusqu'à tout près du détroit de Malacca, et c'est là que se trouve le grand enjeu. Les Américains, tôt ou tard, chercheront un moyen de fermer le détroit de Malacca aux navires qui se dirigent vers la Chine. C'est absolument inévitable. Les Chinois préparent ça en détail depuis au moins 20 ans. C'est ce qu'ils appelaient autrefois l'évasion de Malacca. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'évasion de Malacca, du point de vue chinois? C'est diversifier leurs sources d'énergie partout dans le monde. Donc oui, il y a le Golfe Persique, mais aussi le Myanmar, le Kazakhstan, le Turkménistan, la Russie, et j'en passe. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y avait aussi le Venezuela, mais plus maintenant. Cela dit, ils ont commencé à diversifier dès le milieu des années 2000. Donc depuis de nombreuses années, ils se sont diversifiés partout. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une sorte de blocus mondial.
Et on en observe les premières étapes. L'Iran ne se fait aucune illusion, la Russie non plus, et la Chine encore moins. Je pense que ce qui se passe en ce qui concerne l'escalade dont vous parlez, c'est que les deux camps jouent leur propre jeu. D'un côté, on voit les États-Unis essayer de bloquer, par exemple, ce pétrolier appelé Tuska. Il était lié à la Chine, en gros. Il repartait vers la Chine. C'est mais seulement une question à l'église du non, Tom m'en prie. D'un autre côté, Pepe, je pense qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble. Combien de temps peuvent-ils continuer ce petit jeu? À mon avis, sur ce point-là, l'Iran a l'avantage. Parce que non seulement l'Iran agit sur son propre territoire, tu sais, le détroit d'Ormuz fait partie de l'Iran, mais en plus, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour garder ce détroit sous contrôle. Alors que les États-Unis, eux, ont dû venir de très loin, jusqu'à la mer d'Arabie, pour mettre en place ce genre de blocus. Donc, qui souffre vraiment en ce moment? Aujourd'hui, il y a à peine quelques instants, on a appris que la marine des gardiens de la Révolution avait pris pour cible un troisième navire, le Euphoria. C'est tout près des Émirats arabes unis. Si l'Iran ne reçoit rien de l'extérieur, alors les Émirats non plus ne peuvent rien recevoir. Les autres pays du Golfe, les pays du CCG, ne peuvent pas non plus. L'Arabie saoudite ne peut rien faire, surtout avec la situation en mer Rouge. Voilà le jeu qui se met en place. Et d'un autre côté, l'économie mondiale. Il y a quelques instants à peine, on a appris que Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, allait supprimer 2000 vols. C'est énorme pour l'économie mondiale. Et qui va tenir le coup face à ça? L'Iran, lui, a d'autres moyens de communiquer avec le reste du monde. Peu importe. C'est vrai qu'en ce moment même, l'Iran subit une forte pression économique. Mais la vraie question, c'est qui va survivre à tout ça? Je ne vois pas Donald Trump s'en sortir cette fois, parce que l'Iran, d'une certaine manière, montre ses muscles. Il trouve simplement d'autres moyens de communication, et à mon avis, ils vont réussir assez vite. Ils ont trouvé comment contourner ce genre de blocus américain. Mais pour Donald Trump, il n'a qu'une seule option. Il n'a pas de plan de secours. C'est pour ça qu'il essaye de... Vous savez, avant ce blocus, il disait que si le blocus ne marchait pas, il allait attaquer l'Iran. Puis il a reculé en disant que non, ce serait indéfini. Et maintenant, il parle de 4 ou 5 jours. Mais l'autre point, Pepe, c'est que tu as mentionné 3 à 5 jours. Et c'est exactement le temps qu'il faut au porte-avions George H.W. Bush pour arriver dans la région. Allez-y. Oui, exactement. Absolument. Ce nouveau soi-disant faux délai est directement lié à la possibilité d'une attaque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et quel genre d'attaque? Ce sera une nouvelle opération de type choc et effroi, destinée à dévaster les infrastructures civiles iraniennes, comme ils l'ont fait lors du premier choc et effroi en Irak, en 2003. À l'époque, ils visaient essentiellement les infrastructures civiles irakiennes. Et alors, est-ce que ça va faire reculer l'Iran? Non, pas du tout. Ce sera bien sûr une dévastation terrible à travers tout le pays, mais l'Iran ne cédera pas. Et bien sûr, la riposte est déjà connue. On va frapper Yanbu, le port sur la mer Rouge, le terminal de l'oléoduc Est-Ouest saoudien. On va frapper le terminal de Fujairah aux Émirats arabes unis. Et bien sûr, le Bab el-Mandeb sera fermé. La mer Rouge sera fermée. Si je me souviens bien, cela représente environ 32% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Disparaître comme ça. Et qui sera responsable? Pas l'Iran. Qui sera le babouin de la barbarie? Parce que c'est une guerre contre l'économie mondiale. Et ils pensent que les États-Unis peuvent s'en sortir. Alors si le Golfe Persique est détruit, si l'Asie de l'Ouest est détruite, si les économies européennes s'effondrent, si les économies asiatiques souffrent terriblement, ça leur est égal.
C'est pour ça que les gens partout, je dirais dans le sud global, mais en fait partout dans le monde, y compris dans le nord, doivent se rendre compte que c'est une guerre contre tout le monde. C'est vraiment l'empire du chaos, du pillage, du mensonge et de la piraterie contre tous les autres. Bien sûr, le syndicat de l'abstinence, ça fait partie de tout le plan. C'est absolument terrifiant. On va avoir des famines partout. On va avoir des émeutes de la faim partout. Et pour ce qui est des vols, la plupart des avions resteront cloués au sol parce qu'il n'y aura plus de kérosène. Ce que Lufthansa a fait, ce n'est que le début. Peut-être que, par exemple, les compagnies aériennes chinoises pourront s'en sortir, parce qu'elles ont d'énormes réserves de carburant en Chine. Et d'ailleurs, déjà si vous êtes en Europe et que vous voulez aller en Asie, la seule façon correcte de le faire, c'est de prendre une compagnie chinoise. Oublie la fameuse escale dans le golfe Persique, celle que tout le monde faisait. C'est fini. C'est terminé. Donc, en réalité, c'est juste le début, Nima. Et dans les 2 prochaines semaines, on va atteindre des points de crise maximum dans tout ça. Les engrais, le kérosène, tout ce que tu veux. C'est dans les 2 semaines à venir. Alors, la guerre devrait s'arrêter d'ici vendredi ou dimanche, selon le babouin de Barbarie. Et même dans ce cas, ce serait déjà un énorme problème. Si ça continue encore 2 semaines, pour l'économie mondiale, ce sera une catastrophe totale, irrécupérable. Tout ça simplement parce que les hommes qui ont déclenché cette guerre ne trouvent pas assez de rente. Parce qu'il n'y a pas de sortie possible. La seule vraie issue, ce serait de dire « D'accord, on a subi une défaite stratégique, c'est fini. Plus de bases militaires en Asie de l'Ouest, on s'en va. » S'il fait ça, le pétrodollar s'effondre complètement. Pour l'instant, le pétrodollar s'écroule au ralenti. Mais s'il prend cette décision, le pétrodollar s'effondre en quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Donc il n'y a pas de solution. C'est un vrai zugzwang. Quel que soit le mouvement qu'il fait, il est piégé. Parce qu'il s'est piégé lui-même. Et c'est ça le plus fou. Et comme il s'est piégé lui-même, le reste de la planète doit payer pour sa stupidité cosmique. C'est ça, au fond, la tragédie qu'on est tous en train de vivre. Je pense qu'il essaye désespérément de sauver la face avec cette guerre. Mais l'Iran ne montre aucun signe qu'il va l'aider. C'est bien ça le problème pour lui. Bien sûr que non. Il pensait qu'il aurait une sorte de Delcy Rodriguez au sein du gouvernement iranien. Mais il n'y a pas de Delcy à Téhéran. C'est une info de dernière minute. Et aujourd'hui, il a tweeté, Pepe, que l'Iran est en train de s'effondrer financièrement. Tu sais ce qui m'étonne le plus? Ils n'ont absolument aucun type de... Désolé, je ne veux pas dire qu'il s'effondre financièrement. Mais bien sûr, c'est très difficile pour l'Iran. Mais comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, ils trouvent toujours des moyens. Des accords de troc, des échanges, des compensations, la finance islamique, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de possibilités. Parce qu'il y a eu, au cours des 46 dernières années, des périodes où l'Iran a subi d'énormes sanctions de la part des États-Unis. À certains moments, même sans blocus officiel, l'Iran vivait comme s'il en subissait un à cause de ces sanctions. C'est pour ça qu'ils savent comment s'en sortir, comment gérer ce genre de difficultés auxquelles ils font face. Et Donald Trump n'a aucune idée à quel point ces gens-là sont habitués à ce type d'épreuves extrêmes. Warming, je dirais. C'est la réalité. Et eux, ils pensent que s'ils maintiennent ce blocus, ils finiront par mettre l'Iran à genoux. Si c'était vrai, l'Iran serait déjà allé jusqu'à Islamabad. Exactement. L'Iran envoie des signaux aux États-Unis pour dire que, quoi qu'ils fassent, ça ne changera rien.
peu importe ce qu'ils essaient de nous faire, ça ne compte pas. Nous sommes en train de décider de cela. C'est une question de souveraineté pour l'Iran. C'est la façon dont l'Iran pense. Nous allons agir selon nos propres calculs, pas selon ce que vous essayez de nous imposer. C'est le message, je pense, du côté iranien. Mais il ne semble pas que quelqu'un à Washington soit capable de comprendre la réalité de la région. En gros, dans chaque domaine, on voit quelqu'un, comme Pete Hegseth, qui mène la danse. Je crois que personne n'essaie vraiment de... Enfin, il n'y a pas de lien, pas de bon lien entre la réalité et les politiques menées à Washington. Et qui va changer ça, Pepe? Tu vois un signe, toi? Quelqu'un qui aide Donald Trump? Ou bien est-ce qu'il est capable de recevoir des conseils, je ne sais pas, d'autres acteurs à Washington? C'est impossible. D'abord, parce qu'il n'écoute jamais les gens qui ne lui disent pas « oui, maître ». Premièrement. Ensuite, il déteste qu'on le contredise. Donc, il ne suivra jamais les conseils d'experts, même venant de son cercle très très fermé d'escrocs, de vassaux, de flatteurs, de corrompus, de pervers, enfin, tout ça à la fois, en réalité. Troisièmement, peut-être, et c'est un énorme peut-être, au fond de lui, il sait qu'il a tout gâché. Alors il s'en veut, seul face à sa conscience, à 3 heures du matin. Mais bien sûr, jamais en public. Parce qu'il a appris de Roy Cohn et d'autres escrocs du même genre qu'il ne faut jamais reculer, qu'il ne faut jamais reconnaître qu'on a fait une erreur, qu'il faut toujours attaquer, toujours être agressif. Donc vous voyez, son profil psychologique est totalement imperméable à toute forme d'introspection. Et reconnaître ses propres erreurs. C'est un trait typique des psychopathes, des sociopathes. Lui, c'est un psychopathe et un sociopathe. Et maintenant, il est ébranlé par la démence, les premiers signes de démence, et au fond de lui, une rage profonde. C'est quelqu'un de très rancunier. Alors, si on met tout ça ensemble, Nima oublie l'empathie, oublie l'introspection, oublie toute idée d'ouverture diplomatique. Il a complètement tué la diplomatie. Tu sais, ces 2 dernières semaines au moins, il y a eu de nombreuses occasions d'emprunter une voie diplomatique, d'avancer vers une forme d'accord plus tard. Mais au moins, de commencer quelque part. La guerre du Vietnam a mis des mois avant d'aboutir à un accord. Celle-ci pourrait prendre des années, mais il faut bien commencer quelque part. Avec ce président, c'est totalement exclu. Absolument impossible. On continue d'avoir ces tsunamis de vocifération sur les réseaux sociaux. C'est un président qui légifère sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est pathétique, non? Et évidemment, sans la moindre empathie envers qui que ce soit, encore moins envers le reste de la planète, qui paie pour sa propre stupidité. Tout le monde paie et tout le monde continuera à payer, encore plus. Si un jour, il faut un exemple historique montrant comment une seule décision fatale peut bouleverser toute la planète, eh bien, le voilà. C'est sous nos yeux. Et nous sommes tous des victimes. Nous sommes tous les otages de cette situation. Alors, pour revenir au concret, Nima, ce faux cessez-le-feu ne va pas durer longtemps. Non, il va s'effondrer, et je dirais plutôt tôt que tard. Ça peut venir de n'importe quoi. Parce que maintenant, on a 2 pièges d'escalade parallèles. Non. Les dessins vont continuer. Oui. On dirait qu'on a perdu Pepe. Voyons s'il va pouvoir se reconnecter. Je vais juste essayer de le contacter. Apparemment, il y a un problème de connexion. Laissez-moi juste pas. Il revient dans une seconde. Il est connecté à Internet. Je ne sais pas ce qui est arrivé à son système, voyons voir. Oui, il est de retour.
Oui, te revoilà. He's back. Yeah, you're back. On dirait que la CIA bosse jour et nuit. Oui. Yeah. Eh bien, je suis tout près de l'ambassade américaine ici, Nima. C'est un monstre. Je la vois depuis ma véranda. Alors oui, ils bossent vraiment jour et nuit. Pepe, on vient tout juste d'avoir une info de dernière minute. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des tweets ou des publications sur les réseaux de Donald Trump, mais il dit qu'on pourrait entamer des négociations avec les Iraniens vendredi. Oui, Le ministre iranien des Affaires étrangères dit « Pour le moment, nous n'avons aucun projet de négociation ». Et juste après ça, l'Iran répète la même chose. Incroyable. je pense qu'il essaye de convaincre les Iraniens avec ce fichu message. S'il vous plaît, je veux vous parler. S'il vous plaît, parlez-moi. Il n'y a aucun moyen, Pepe, de négocier avec les États-Unis dans la situation actuelle, avec le blocus. Je pense qu'il doit reculer sur ce blocus. Sinon, l'Iran ne négociera pas. On sait ce qui se passe dans la région avec les pays du CCG. Les Émirats arabes unis manquent d'argent et bientôt ils vont manquer de nourriture, manquer de tout dans leur pays. Ce n'est pas une position tenable pour Donald Trump et il le sait. Il a une sorte de moment privilégié s'il veut faire marche arrière, s'il le veut vraiment. S'il est vraiment sérieux et qu'il accepte non seulement de lever le blocus, l'Iran a aussi certaines conditions préalables pour les négociations. Parce qu'ils n'ont vu aucun signe de sérieux de la part des Américains lors des premières discussions. Tu sais, le premier cycle de négociations. C'est pour ça que beaucoup de gens doivent comprendre qu'en Iran, beaucoup critiquent. À quoi bon négocier avec les États-Unis? Pourquoi négocier s'ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit? Oui, allez-y. Vous avez bien compris. Absolument. Et c'est un sujet très cohérent, très clair. L'argument est le même depuis le début. Les Iraniens n'ont pas dévié de ce qu'ils disent depuis des semaines. Le document en 10 points, la liste des conditions. Bien sûr, il y a beaucoup de brouillard de guerre, mais Trump avait plus ou moins accepté ce plan en 10 points en supposant qu'il ait lu le vrai document iranien et pas une version déformée par la traduction. Probablement la deuxième option. Il a lu quelque chose de mal traduit. À qui la faute? C'est un débat sans fin. Mais pendant un moment, on a eu l'impression qu'il était ouvert à une forme d'accord diplomatique. Maintenant, c'est de la panique. Maintenant, c'est « il faut que je trouve une porte de sortie », ou peu importe comment on l'appelle. Et cette porte de sortie, elle est très simple. Vous venez de la mentionner, abandonner ce blocus absurde. C'est très, très simple. C'est un début. Et l'Iran a déjà dit qu'avec le blocus, il n'y aurait pas de négociation. S'il n'y a plus de blocus, c'est un début. Peut-être que l'Iran recommencera à parler. Mais bien sûr, il y a toujours les 10 points. Il faut passer par ces 10 points et les discuter un par un. On en est encore très, très loin. Au contraire, encore une fois, peu importe comment on regarde la situation, on assiste à une escalade des deux côtés. Et l'escalade américaine, elle, vient du désespoir, parce qu'ils ne peuvent pas faire appliquer ce soi-disant blocus. C'est déjà prouvé. Plus de 20 navires sont passés, entrant et sortant du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, les Américains ont capturé quoi? 2 navires jusqu'ici, non? Oui, 2. Et les Iraniens en ont capturé 2, ou peut-être 3, selon ce qui se passe aujourd'hui, selon la suite des événements de la journée. Donc il y a une escalade des deux côtés. Très vite, on pourrait se retrouver dans une situation où un navire de trop est capturé, et là, l'un des camps décidera d'escalader pour de bon. C'est pour ça que c'est si dangereux. Les Iraniens n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Mais et bien sûr, c'est un énorme si. Les Chinois.
Depuis hier, j'ai passé presque 2 jours à fouiller toutes les sources d'informations possibles en Chine pour essayer de comprendre ce que cela signifie que les Américains s'en prennent directement aux navires qui transportent du pétrole vers la Chine. Tôt ou tard, que se passera-t-il s'ils montent à bord d'un pétrolier chinois? Les Chinois vont devoir sortir de leurs réserves et entrer dans la discussion. C'est exactement ce qu'ils ne veulent pas faire, mais ils pourraient bien y être contraints. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En sont-ils capables ou pas? Seront-ils prêts à envoyer une force d'intervention dans le golfe d'Oman? Seront-ils disposés à affronter directement la marine américaine? Ça, c'est wow. C'est la grande question. Et pour l'instant, la position chinoise est, disons-le franchement, très très floue. Je vais en Chine le mois prochain. J'ai enfin pris ma décision. J'irai en Chine, de toute façon, avant que Trump ne se rende à Pékin, parce que je veux parler à beaucoup de gens là-bas, surtout de ce sujet-là, à condition qu'ils acceptent d'en parler. Parce que même dans les médias chinois relativement indépendants, personne n'en parle. Et la Chine sait très bien qu'au fond, cette guerre est dirigée contre elle. Ils le savent dans le détail. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à... Ils ont le droit de répondre de manière beaucoup plus... Bien sûr, les Chinois ne répondent jamais de façon symétrique. Leur réponse sera asymétrique, et sur le long terme. Mais s'ils constatent que leur relation avec l'Iran, qui fait partie de leur partenariat stratégique, l'accord de 25 ans, d'une valeur de 400 milliards de dollars sur les infrastructures énergétiques, si cet accord est directement menacé par les États-Unis, ils vont devoir réagir. Et c'est là que nous allons. C'est une partie du piège de l'escalade. Le piège de l'escalade inclut la Chine, pas seulement l'Iran. Donc peu importe comment on regarde la situation, Nima, ça devient plus dangereux minute après minute. Quoi qu'il arrive, ça devient plus dangereux à chaque instant, sans aucun doute. Et tout ça pourrait être évité si on avait un président des États-Unis rationnel, ce qui est exactement ce qu'on n'a pas. Et c'est encore pire maintenant, parce qu'il est comme un animal acculé. Il sait que tout va de travers. Il regarde le marché du pétrole, le marché obligataire, Wall Street, les crises qui éclatent partout, le kérosène, tout ce que tu veux. Et il n'y a pas d'issue, parce que c'est toujours son ego qui commande. Ce serait presque comique si ce n'était pas aussi tragique. Pepe, tu as dit que Donald Trump avait demandé au général Kelly des informations sur les codes nucléaires. Notre ami Larry Johnson a obtenu cette information d'un de ses amis très proche de J.D. Vance, et c'est une source vraiment fiable. Donc ce type a dit à Larry, et évidemment, il n'a aucune raison de mentir. C'est extrêmement grave, vraiment très grave. Il est sapé par ses propres généraux. La question, c'est pourquoi il a besoin de faire ça. À mon avis, la réponse, c'est que oui, ce n'est pas seulement de la désespération, c'est aussi la réalité des capacités offensives des États-Unis. Parce qu'on a appris sur CNN que les États-Unis manquent sérieusement de missiles de croisière. Et ces missiles de croisière, c'est la colonne vertébrale de leurs attaques offensives, de leur capacité offensive contre l'Iran. C'est pour ça que Donald Trump se rend compte que même avec l'escalade, imaginons le pire scénario, un retour à la guerre, et je pense qu'on s'en approche petit à petit, ils n'ont pas les moyens de soutenir ce type d'attaque. Le niveau de guerre qu'on a vu pendant 40 jours, les États-Unis ne pourront pas le maintenir. C'est bien là le problème. Non, ils ne peuvent pas. Ils tiendraient une semaine, peut-être 2, pas plus. Et évidemment, ils ne pourraient pas faire plier l'Iran. Les gens un peu lucides au Pentagone commencent lentement à arriver à cette conclusion.
Il faut des mois. Tout prend des mois. Une campagne de choc et effroi qui dure des mois. La préparation d'une invasion terrestre crédible. Tout ça demande du temps. Lui, il n'a pas ce temps-là. Il doit régler cette affaire dans les 2 semaines, maximum, avant son voyage en Chine, en supposant que les Chinois aient encore envie de lui parler. Ce voyage peut être annulé à la dernière minute. Et si le blocus continue de frapper les intérêts chinois, les Chinois n'auront aucun intérêt à parler à Trump le mois prochain. Aucun intérêt, vraiment. En gros, est-ce qu'il veut y aller pour parler de la relation entre les États-Unis et la Chine? Ou est-ce qu'il veut aborder quelque chose de plus large, vu tous les conflits en cours? Non, plusieurs dossiers. Nima, Taïwan évidemment, les tarifs douaniers, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, encore l'intelligence artificielle, mais en gros, Taïwan et les tarifs. Et il voudrait arriver à Pékin en position de force, ce qui est justement la dernière chose qu'il a en ce moment. Il va arriver à Pékin comme un président vaincu. Et évidemment, les Chinois vont s'en donner à cœur joie. Ils vont se régaler de Trump matin, midi et soir. Donc il est désespéré. Il doit arriver à Pékin avec quelque chose à montrer, mais il n'a rien à montrer. Au contraire. Et en plus de ça, en ce moment, avec le blocus, ils sont en train de provoquer la Chine encore plus que d'habitude. Non? Donc, de son point de vue, c'est une catastrophe totale. Pas étonnant qu'il fasse des crises, selon les sources, bien sûr, mais certains de ses rapports semblent crédibles. Il crie sur tout le monde. D'habitude, il ne peut pas se concentrer plus de 5 secondes. Maintenant, c'est 2 ou 3 secondes à peine, et il traite tout le monde horriblement. Des explosions de colère, tout y passe. Complètement déconnecté, hors de contrôle. Franchement, c'est un cas pour le 25e amendement. Évidemment, si les républicains avaient le courage de le faire. Pepe, la Chine se contente d'observer ce qui s'est passé en Ukraine. C'est un échec total des négociations que Donald Trump a menées depuis son élection aux États-Unis avec les Russes. Un échec complet. Ils n'obtiennent rien. Et pour les discussions avec l'Iran, ou dans le cas de la guerre au Moyen-Orient, ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a rien de positif. Rien qui donne un peu d'espoir dans les pourparlers en cours avec Donald Trump. Parce qu'en réalité, ils constatent simplement l'échec total de l'administration Trump à négocier, à dialoguer, à communiquer. Et comment quelqu'un ferait ça, même s'il envoyait JD? Vance, je dirais que J.D. Vance était l'un des derniers espoirs de l'administration Trump. C'est fini. Tout est fini avec l'administration Trump. Et je ne vois pas les Chinois être assez naïfs pour croire que Donald Trump représente encore quelque chose ou qu'une rencontre avec lui aurait une réelle importance sur le long terme. Non, pas du tout. Mais les Chinois sont très attachés au protocole diplomatique. Donc ils suivront probablement toutes les étapes diplomatiques, à la lettre. Impeccable. Après tout, c'est un peu l'équivalent des anciennes dynasties chinoises. Quand on va à Pékin en tant qu'invité officiel, on est reçu avec tout le faste, la cérémonie et tout ce qui va avec. Mais ça ne veut rien dire. Ce sera une visite purement protocolaire. Du point de vue chinois, ils reçoivent des dignitaires du monde entier, en permanence. Ce sera juste un de plus. Et rien de concret ne sera abordé, parce que Trump n'est pas prêt à discuter de quoi que ce soit. Et les Chinois savent très bien qu'il n'est pas prêt. Ils sont d'ailleurs très doués pour utiliser à leur avantage cette position de force qu'ils ont dans cette rencontre prévue le mois prochain, mais d'une manière très subtile, très maîtrisée. Donc, il n'y aura pas de coup d'éclat. En gros, it's your passement de guerre.
Pepe, I think there Pepe, je pense qu'il y a des canaux de communication entre l'Iran et la Russie, entre la Russie et la Chine, et puis entre la Chine et l'Iran. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Quel est le niveau de communication en ce moment, surtout quand on considère que la situation à Formose reste importante? On sait, avec les sanctions, tous, d'une manière ou d'une autre, ils savent. Ils savent ce que sont les sanctions. Ils connaissent la politique de Washington. Mais selon toi, comment tu vois le niveau de communication dans ce contexte un peu chaotique? Écoutez, la relation entre la Chine et l'Iran, en ce moment, c'est très très flou, pour ne pas dire plus. L'exemple le plus parlant. Xi Jinping, pendant une quarantaine de jours, n'a rien dit sur la guerre ni sur le détroit d'Ormuz. La première fois qu'il a pris la parole, c'était après que MBS depuis Riyad a appelé Pékin pour parler avec lui. Et là, Xi Jinping a fait sa première déclaration officielle. En gros, une banalité, ce que tout le monde sait déjà, qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que c'est ce que veut la communauté internationale. Et ça, je dirais, soulève pas mal de questions. This begs, I would say, a lot of questions. Why he didn't say anything before? Pourquoi il n'a rien dit avant? Pourquoi il a choisi de dire ça précisément après avoir parlé, non pas par exemple avec Téhéran, mais avec MBS en Arabie Saoudite? Du coup, les Chinois se retrouvent dans une situation très inconfortable, parce que tous ces pays sont des partenaires de la Chine, les monarchies du Golfe Persique et l'Iran. Bien sûr, à des niveaux de communication et d'échanges différents, mais ce sont tous des partenaires, et la Chine importe de l'énergie de chacun d'eux. On peut donc lire la position idéale de la Chine comme « D'accord, soyons amis avec tout le monde ». Mais ça, ce n'est plus possible. Désolé, c'est la réelle politique. Ce n'est pas qu'ils doivent forcément choisir un camp, mais ils doivent être plus fermes sur certains points. Et s'ils ont un partenariat stratégique avec l'Iran, ils doivent l'assumer. On sait que les Chinois sont présents à plusieurs niveaux, notamment avec l'intégration du satellite Beidou et d'autres choses qu'ils auraient pu envoyer. Mais on n'est pas totalement sûr qu'ils les aient vraiment envoyés à l'Iran. La fameuse contribution en perchlorate de sodium, le carburant solide des missiles balistiques iraniens, vient en général du port de Gaolan à Zhuhai dans le sud de la Chine. C'était d'ailleurs le cas pour celui que les Américains ont intercepté. Les Américains étaient complètement concentrés sur ce navire, parce qu'il venait de ce port. Dans leur esprit, c'est simple, c'est le port du perchlorate de sodium, donc il faut intercepter le bateau. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai mis le lien sur mon canal Telegram, alors allez-y jeter un œil. Ça a été traduit au Brésil par nos amis de la comunidad Seca, la communauté Seca au Brésil. Ils ont fait une excellente traduction. C'est une très bonne analyse des contradictions de la politique étrangère chinoise en Asie de l'Ouest. D'après tout ce que j'ai lu ces derniers mois, c'est la meilleure analyse chinoise sur le sujet. C'est une analyse chinoise sur ce que la Chine fait mal en Asie de l'Ouest. Et bien sûr maintenant, avec le conflit ouvert entre les pétromonarchies du Golfe Persique et l'Iran, ils se retrouvent dans une position vraiment très délicate. Ce n'est pas qu'ils doivent choisir un camp, mais ils doivent avoir une politique étrangère claire et même faire comprendre à l'Iran quelles sont les limites de leur partenariat, s'il y en a. Ce qui est certain, c'est que pour la direction à Téhéran, tout ça n'est pas clair. Et bien sûr, on ne sait pas, Nima. Aucun de nous ne sait. Il peut très bien exister des canaux parallèles, secrets, au plus haut niveau, pour communiquer entre Téhéran et Pékin. Je suis sûr que c'est le cas, mais personne n'en saura jamais rien. Donc je pars du principe qu'ils en discutent. Et les Chinois essayent sans doute d'expliquer aux Iraniens. Écoutez, on ne peut pas vous soutenir ouvertement. Même si en réalité, on le fait.
parce que vous tenez tête à l'Empire. Donc évidemment, c'est dans notre intérêt, un intérêt énorme, que vous teniez bon. Si vous échouez, on sait très bien ce qui va se passer ensuite. Ce sera notre tour. Nous, les Chinois, serons les prochains. Alors évidemment, tout le monde, dans les cercles de décision à Pékin, le sait. Mais comme la manière dont les Chinois agissent est beaucoup plus opaque que celle de l'Occident, et même que celle de la Russie, on ne connaît vraiment pas les détails. We really don't know the details. But they are in a very... Mais ils sont dans une position très inconfortable. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes, s'ils voient qu'ils sont directement attaqués par les Américains sur leur approvisionnement en pétrole venant du Golfe Persique, ils devront réagir. Ils devront mettre en place une forme de dissuasion. Et là, les Américains vont paniquer, c'est sûr. Et ça n'aura rien à voir avec Taïwan. Ce sera probablement lié à ce que les Américains préparent dans le détroit de Malacca. Et ils s'y préparent depuis, encore une fois, au moins 20 ans. D'accord, Nima. Non, c'est fou. J'espère que je pourrai en parler le mois prochain en Chine, mais je n'y crois pas trop. Je ne suis pas sûr que les gens ou les analystes que je connais, les chercheurs, aient le droit d'en parler. Peut-être officieusement, de temps en temps, oui. Maybe off the record, on and off, yeah. I think China recognizes the drastic Je pense que la Chine a bien compris les changements radicaux qui se sont produits en Asie de l'Ouest, surtout si l'on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent avec les bases américaines et la manière dont l'Iran en parle. Pepe, tu es là? Oui, on dirait qu'on a encore perdu Pepe, mais il va revenir. that we've lost Pepe again. But he's going to be back. Ravi is Sir Profisiu. Oh, Oui, on dirait encore que c'est la connexion. Oui, il va revenir. he's going to be back. I think what is happening with the case of China, Je pense que ce qui se passe avec le cas de la Chine, Pepe va nous rejoindre dans un instant, c'est que la Chine observe ce qui se passe avec les États-Unis dans la région. En ce moment, il y a un énorme vide, une sorte de perte d'influence américaine. D'une certaine manière, avec la question des bases américaines, l'Iran est en train de les pousser hors de la région, et les pays du CCG le ressentent. Même les Émirats arabes unis ont parlé du fait qu'ils ne veulent plus de bases américaines sur leur sol. Je ne sais pas s'ils sont sincères quand ils en parlent, mais au moins, ils en parlent. Et voilà, Pepe est de retour. La CIA travaille à plein régime ce soir, Nima. Pepe, je parlais de la situation au Moyen-Orient. Je parle du vide qui s'est créé depuis le début de cette guerre à cause de l'attaque iranienne contre les bases américaines. En gros, ils ne veulent plus des États-Unis dans la région. Donc il y a un énorme vide là-bas. Et on a aussi l'historique du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors, qui sera le mieux placé pour mettre en place une sorte de... Je pense qu'au fond, ce que la région doit comprendre, c'est qu'elle a besoin d'une architecture de sécurité propre sans les États-Unis. Parce que la priorité des États-Unis, ce n'est pas la région, ce n'est pas sa prospérité, ni sa stabilité. Leur priorité, c'est Israël. Tout tourne autour d'Israël, de ce qu'Israël tire de ces conflits et de ce chaos. Et ça ne va pas être bénéfique. Je pense que les pays du CCG commencent à le comprendre. D'une certaine manière, ils en arrivent là. Maintenant, qui pourra y mettre fin? Je ne sais pas s'ils en seront capables. Mais au moins, réduire un peu cette hostilité qui existe aujourd'hui entre l'Iran et les pays du CCG à cause de cette guerre. Et la Chine, elle, se voit dans ce rôle-là. Celui de les relier, de les rapprocher. Eh bien, la seule possibilité sérieuse pour un Golfe Persique post-américain, ou, disons, pour l'ensemble des monarchies du Golfe en Asie de l'Ouest, ce serait un nouvel accord de sécurité.
Il y a deux options. Disons que dans l'idéal, la meilleure option serait que la Russie soit le garant de ce nouvel arrangement. Elle entretient de très bonnes relations avec tous les acteurs concernés. Peut-être même un tandem Russie-Chine. Mais là, c'est plus compliqué, parce que les Chinois n'aiment pas trop s'impliquer dans des opérations de sécurité loin de leurs frontières. Et puis, il y a une autre possibilité, déjà en cours. Ce serait, disons, une sorte de consortium pakistano-turc. Les Pakistanais ont déjà bougé. Les Turcs, eux, sont impatients de s'impliquer davantage. Et bien sûr, il y a des échos néo-ottomans, même si on ne sait pas encore quand ils passeront à l'action. Donc oui, c'est une possibilité très très sérieuse. Le Pakistan et la Turquie. L'Arabie saoudite, elle n'y voit pas mon inconvénient. Saudi Arabia is relatively fine with it. The Emirates is more complicated. Les Émirats, c'est plus compliqué, parce que l'allié de la Turquie, c'est le Qatar, pas les Émirats. Les Émirats, eux, leur allié, c'est Israël. Ils ont fait leur pari. Ce sont un avant-poste sioniste. Et comme on le sait, Israël présente déjà la Turquie comme le prochain Iran. Donc tout ça, c'est déjà un sacré chaos. Ça n'a même pas encore commencé que c'est déjà un chaos total. Alors au final, le Pakistan pourrait bien être la solution par défaut. Et évidemment, le complexe militaro-industriel pakistanais, lui, va adorer ça. Mais il y a un autre problème, Nima. Le complexe militaro-industriel pakistanais est en réalité une extension du complexe militaro-industriel américain. Donc comme tu le vois, il n'y a pas de solution simple. Notre vœu pieux, si on parle d'une vraie solution, d'un parapluie protecteur pour le CCG, ce serait la Russie, à condition que les Russes soient intéressés. Mais pour le moment, je dirais que le candidat numéro 1, c'est le Pakistan. Pepe, on sait bien que les pays de l'OTAN n'avaient pas vraiment de politique étrangère indépendante. Je parle surtout des pays européens. Ils n'en avaient pas, parce que tout était défini par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis. Ce sont eux qui décidaient de la politique étrangère, ce qu'elle devait être et comment ils allaient se comporter, par exemple en Ukraine, face à la Chine, face à la Russie et maintenant au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, ils se retrouvent face à une situation différente de celle de l'Europe. Ils voient quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, par exemple dans le cas de l'Ukraine. En ce moment, Donald Trump est en train de diviser les pays de l'OTAN en deux camps, deux groupes distincts. Il parle des pays sages et des pays pas sages. Les pays sages, selon lui, ce seraient la Roumanie, la Pologne, les pays baltes, tous ceux qui l'ont soutenu dans l'opération au Moyen-Orient. Les vilains, ce seraient l'Espagne, la France, le Royaume-Uni. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de ce processus. Ces pays peuvent définir leur politique étrangère envers la Russie en fonction de leurs besoins internes, de leur intérêt national. Et ça, je crois que c'est en train de frapper l'Europe. Au moins, l'Espagne comprend ce qui se passe. Au moins, l'Espagne essaye de dialoguer avec la Chine, avec l'Iran, je dirais même avec la Russie, puisqu'ils ont reçu l'un des plus gros pétroliers de pétrole ou de gaz venant de Russie. Ce sont des changements énormes qui sont en train de se produire. Et d'une certaine manière, l'Europe sort de cette guerre, de ce chaos, et commence à réfléchir ou à repenser la manière dont sa politique étrangère peut être redéfinie et réappliquée. Comment voyez-vous cela en Europe? Eh bien, l'Europe est déjà extrêmement fragmentée, et elle va l'être encore plus à partir de maintenant. Même chose pour l'OTAN. Les deux processus vont avancer en parallèle. Désintégration numéro 1 et désintégration numéro 2. Et à la fin, ils vont se rejoindre au centre de la désintégration. Mais bien sûr, l'OTAN, ou plutôt le bras belliciste de l'OTAN, va devenir encore pire à partir de maintenant. En gros, ça veut dire le Royaume-Uni, la Finlande, la Pologne et les petits chihuahuas baltes. On peut aussi ajouter l'Allemagne réarmée, remilitarisée, ce qui, quand on en parle aux Français, leur provoque des crises cardiaques en série.
Et on a une Europe qui commence enfin à réfléchir avec plus de 2 neurones. And Europe that is starting to think with more than 2 neurons. Spain, for instance, Italy, depending on L'Espagne, par exemple, l'Italie aussi, selon ce qui va se passer ensuite. Mais on entend déjà quelques signes, comme s'ils commençaient à se réveiller. Ça veut dire que la division à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN est déjà énorme. Le problème le plus compliqué, et qui va devenir bien pire d'ici 2030, leur date autoproclamée pour une nouvelle guerre contre la Russie, c'est la propagande belliciste de la marque OTAN. Ça pourrait être en 2028 ou en 2029, mais leur objectif, c'est 2030, dans moins de 5 ans. Et bien sûr, tout ça est mené par le Royaume-Uni. Donc, la Russie, tôt ou tard, va devoir y faire face. Encore une fois, elle devra le faire avec fermeté. Pour l'instant, les Russes observent. Ils savent qu'ils sont attaqués. Wait and see. They know that they are being attacked. Their oil infrastructure inside the Russian Federation. Leur infrastructure pétrolière, à l'intérieur de la Fédération de Russie, est visée. Les attaques sont directement coordonnées. Et si ce n'est pas le cas, elles sont directement coordonnées, initiées et instrumentalisées par l'OTAN et surtout par les Britanniques. Donc, ils vont devoir réagir à ça. Il y a déjà un grand débat en Russie à ce sujet. Voilà. Quand on ne coupe pas la tête du serpent dès le départ, le serpent continue. Et voilà, il continue d'avancer. L'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'avec la crise économique aggravée par la guerre contre l'Iran et le blocus américain, l'Union européenne pourrait s'effondrer dans les prochains mois, en fait. Ils sont donc dans une position extrêmement précaire. Oui, te revoilà. Oui, d'accord. Ils sont dans une position extrêmement précaire. Non seulement ils ont commis un suicide politique, mais maintenant c'est aussi un suicide énergétique, géopolitique, économique et culturel. Ils ont soutenu le génocide à Gaza. Et évidemment, ils n'ont pas vraiment condamné la guerre américaine contre l'Iran. Pas vraiment. On entend quelques murmures ici et là dans certains États-nations, mais rien venant de Bruxelles. Au contraire, Bruxelles, si elle le pouvait, imposerait encore plus de sanctions à l'Iran aujourd'hui. Donc Bruxelles, c'est une cause perdue. Et en fait, il y a 2 Bruxelles. Quand on parle de Bruxelles, il y a Bruxelles OTAN et Bruxelles Commission européenne. Les 2 Bruxelles. L'une est subordonnée à l'autre. La Commission européenne est subordonnée à l'OTAN. Une fois de plus, tout s'effondre sur tous les fronts. Once again, collapsing on all fronts. And even with the Hungary play was fantastic. Et même avec le coup de la Hongrie, c'était incroyable. Viktor Orban les a complètement joués. Totalement. Ils ne voient pas ce qui arrive. Et la Hongrie ne sera pas le vassal docile qu'ils espéraient. Les signes de pourrissement interne à Bruxelles sont visibles partout. Et qui paie le prix? Les contribuables européens. La plupart paient des sommes absurdes en impôts pour rien. Et bientôt, ils n'auront même plus rien en retour de leur gouvernement. Eh bien, c'est une partie de l'effondrement général de ce qu'on appelait autrefois l'Occident collectif, NIMA, devenu maintenant un Occident fragmenté. Parce qu'aujourd'hui, il est divisé entre l'Empire et tous les autres que l'Empire considère comme des rats. Il s'en fiche complètement. L'Empire ne se soucie que de lui-même, et d'Israël, bien sûr. Plus pour Stool pour une chair. Plus pour Israël que pour eux-mêmes. Oui. C'est ridicule. Merci beaucoup, Peppa. Muito obrigado. Obrigado, Nima. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Nima. Oui, mes soirées en Asie commencent comme ça. Je sors faire une belle promenade. Il y a un superbe parc pas loin et un centre commercial complètement fou, tout neuf, avec des fontaines et tout ça. Pendant ma marche, je peux réfléchir tranquillement. Et quand je rentre, je commence à enregistrer les podcasts le soir. Ensuite, je passe la nuit à suivre ce qui se passe aux États-Unis. Je dors le matin et j'écris l'après-midi. Voilà, c'est ça. That's my very exciting life in Asia. C'est bien. Merci, Pep. Un grand plaisir. Prazer.
Merci. Une grande accolade à tous. Et souvenez-vous, chers amis, la lutte continue. Continua. Exactement, c'est ça. À plus tard, Pep. Salut. Bye, Pep. Yes, thank Ciao. you. Bye-bye. Cheers. Bye-bye.